Voilà, donc c'est parti pour ce webinar dédié au développement à l'international des entreprises. Donc je me présente, moi je m'appelle Christophe Tourneur, je travaille pour l'IRCE. L'IRCE, c'est une association dont l'objectif, la mission est d'accompagner les entreprises de la région Sud Provençale-Côte d'Azur dans leur développement. Et donc on vous accompagne à tous les stades de développement, de la création jusqu'à la transmission reprise, et sur des thèmes transverses, donc comme l'innovation, comme le développement durable, et comme le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le développement à l'international. Ce qu'on souhaite, c'est vous offrir une parenthèse dans votre quotidien de chef d'entreprise pour vous faire prendre de la hauteur et voir votre entreprise autrement, penser votre stratégie autrement. Pour cela, donc, on propose des parcours d'accompagnement. Et ces parcours d'accompagnement, ils sont animés par des intervenants de grande qualité et triés sur le volet. Franck en fait partie, donc je vais lui laisser se présenter à vous. Et c'est Franck qui va animer donc ce webinaire sur le sujet de l'export. Voilà, Franck, c'est à toi. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc Franck Cholvet, je suis gérant d'une société de conseil qui s'appelle OAS International, qui a pour principale ambition d'accompagner ses clients, principalement des PME, sur les marchés étrangers. Ça fait 10 ans que j'ai créé cette société et avant ça, j'étais salarié d'un organisme que vous connaissez certainement tous qui s'appelle Business France. Donc l'objet du webinaire de la journée, c'est les 5 étapes clés pour réussir son développement à l'international. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Vous les avez listés ici à l'écran. Où aller, comment s'organiser, quel budget, qui peut m'aider, et bien évidemment, comment s'adapter. Donc le principe sera de balayer ces 5 points au cours du webinaire, avec la possibilité par la suite, bien évidemment, d'échanger par le chat, par les questions-réponses, à la fin de l'intervention. Donc premier point, où aller, c'est vraiment le vrai sujet pour la majorité des entreprises, déterminer où je vais investir, où je vais passer la majorité de mon temps, parce que quoi qu'il arrive, il sera impossible de cibler la terre entière. Donc le où aller, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que finalement, le fait de choisir, ça veut dire qu'on va renoncer à se développer dans certains pays. Donc souvent, le choix est fait soit de façon purement aléatoire, soit par envie. L'idée ici, c'est de fixer une stratégie qui va se baser non pas sur des envies, non pas sur le doigt mouillé, mais de choisir en fait ses marchés cibles en fonction de critères assez importants. Donc pourquoi les hiérarchiser? Parce que d'une part, en règle générale, dans une PME, on a des ressources humaines qui sont limitées. Soit c'est le gérant de l'entreprise qui fait, soit c'est un collaborateur qui fait la France et l'export, soit on a la chance d'avoir une personne qui s'occupe à 100% de l'export, mais quoi qu'il arrive, il sera impossible d'attaquer tous les marchés du monde de front. Donc il va falloir faire des choix. Donc problématique de ressources humaines. Problématique de ressources financières aussi, parce que malheureusement, on n'a pas des ressources financières qui sont illimitées, donc on va faire des choix par rapport à cet investissement, point qu'on couvrira par la suite, notamment au niveau du budget. Et puis dernier point, pourquoi hiérarchiser et prioriser les marchés? Parce que on aura des capacités de production qui, par définition, sont limitées, enfin c'est souvent le cas, ce qui veut dire qu'il va falloir adapter ce ciblage en fonction de ce critère-là aussi. Quels sont les marchés sur lesquels j'ai des chances de réussir? Alors, le dernier point, peut-être le plus intéressant aussi, accessoirement, c'est qu'on n'a que 24 heures dans une journée, ce qui veut dire que le choix du marché va aussi être conditionné potentiellement par des questions de décalage horaire, à savoir que si j'attaque l'Amérique du Nord et l'Asie en même temps, je risque de devoir ou pouvoir travailler 24 heures sur 24, ce qui risque d'être un peu compliqué. Donc il va falloir faire des choix. Donc pour faire ces choix, différentes possibilités s'offrent à vous. Ce qui est indiqué ici sur ce slide, c'est que finalement, le choix des marchés sera l'aboutissement d'un processus qui sera séquentiel, avec un certain nombre de données qu'on va se forcer d'analyser pour aboutir à une sélection qui va être la plus objective possible. Donc analyser les différents marchés, analyser la démographie, analyser la demande, la concurrence, la distribution, les barrières à l'entrée, pour aboutir in fine à une sélection de marché. Une règle à retenir dans ce processus, à partir du moment où l'information est macroéconomique, l'information va être gratuite. Je vais m'expliquer par la suite. Par contre, dès qu'on va être sur une information qui va être spécifique, il faudra sortir le carnet de chèques. Donc à ce stade, aujourd'hui, dans mon activité au quotidien, je me refuse
toujours de sortir le cabinet check en amont, dans cette phase de ciblage des marchés, parce qu'on peut obtenir assez facilement, des informations qui sont pertinentes, de qualité, avec des sources fiables, sans avoir à débourser 1 €. Heu, il peut s'avérer par la suite, si je cherche des informations très, très pointues, typiquement, je veux savoir, le nombre d'un produit spécifique vendu dans un pays, ou je veux savoir la consommation par habitant sur un produit donné. Là, j'aurais besoin peut-être d'acheter une étude de marché, mais les informations macro, telles que les droits de douane, tels que le volume d'import d'un produit autre, en fonction des pays, ce sont des informations macro, donc ce sont des informations qui seront gratuites. Autre critère dans la hiérarchisation des marchés, bien avoir à l'esprit que ce n'est pas parce qu'on va vendre, dans un pays européen qu'il n'y aura pas peut-être des barrières spécifiques à l'entrée. Vous avez, ici 3 exemples. Sur le marché britannique ou le marché allemand d'ailleurs, dans les produits agroalimentaires, on va demander aux entreprises, d'obtenir des certifications particulières, type la certification BRC ou la certification ISF. Si on n'a pas cette certification, on ne pourra pas réussir à vendre dans ces marchés. En Allemagne, par exemple, si je veux rentrer en grande distribution, il me faut absolument avoir ces certifications. Même si le produit est vendu en France, même si le produit répond à la réglementation CE, il me faudra avoir ces certifications spécifiques. Sur le marché américain, même remarque, il faudra avoir une certification FDA pour pouvoir y rentrer. Donc ce qui va nous permettre, dans le ciblage des marchés, de choisir un marché peut-être en fonction de l'obtention ou non de ces certificats en amont. Donc la sélection des marchés, je le disais tout à l'heure, est l'aboutissement d'un processus qui se veut séquentiel, avec dans un premier temps, une identification de critères qui vont être discriminants. En d'autres termes, ça veut dire je vais choisir des critères qui vont me permettre de comparer les différents marchés entre eux. Critères qui sont objectifs, l'idée étant de pouvoir collecter des informations sur l'ensemble des marchés existants et de les classer selon ces critères. Ensuite, on va les comparer, construire une matrice de sélection, un exemple juste après, confronter avec la réalité terrain. Donc ça, c'est un point qui pour moi est fondamental. C'est pas uniquement axer et réaliser ce ciblage de marché sur des données qui sont purement objectives, théoriques. Il y a besoin d'avoir un avis opérationnel, un avis local, un avis terrain, pour s'assurer que les chiffres en plus donnés comme identification de marché prioritaire sont vraiment fiables. Et enfin, on arrive à une sélection. Donc, un exemple de critères de sélection qui peuvent être choisis. Là, vous avez ici 5 critères que j'ai pu choisir avec un client. D'abord, on a choisi le potentiel économique. Ce qui est souvent un critère important, c'est de savoir classer les marchés en fonction de la capacité à vendre, en fonction du volume qui peut exister ou ne pas exister de demande sur un produit spécifique. Ensuite, là, on avait regardé l'attrait de la Provence. C'était une entreprise qui était basée dans la région Provence, région sud, PACA. Donc l'idée étant de s'assurer que le client en question, les consommateurs potentiels, étaient attirés par la région Provence. On était sur un produit apéritif, donc il a fallu essayer de classer les pays en fonction de leur culture de l'apéritif. On vendait des produits agroalimentaires. Si je suis en mesure de comparer les pays en fonction de leur capacité à consommer des produits apéritifs, et le pays qui consomme le plus de produits apéritifs sera le pays qui va sortir en numéro 1 dans le classement. Autre information qui nous semblait pertinente, la consommation de produits sans gluten. Donc là, pareil, si je suis en mesure de déterminer la consommation en euros ou en dollars de produits sans gluten, le pays qui achète et qui consomme le plus de produits sans gluten sera le pays qui va peut-être ressortir en haut dans mon classement. Dernier critère qui est présenté ici, conditions d'accès. Donc typiquement, on peut regarder les droits de douane et éventuellement cibler des pays avec les droits de douane les moins élevés qui vont permettre d'être plus compétitifs sur ces marchés. Donc ça, ce sont des critères qu'on peut utiliser, sachant que bien évidemment, en fonction de chaque entreprise, en fonction de chaque produit, le choix de ces critères sera réalisé par vous de manière unilatérale. Donc on est sur des critères qui se veulent être plus ou moins objectifs. Après, le choix des critères, c'est vous qui les déterminez. Le point que j'évoquais tout à l'heure, c'était qu'au-delà des informations qu'on va réussir à collecter, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qu'il y a derrière ces chiffres. Typiquement, sur le premier critère qui était le potentiel du marché, je peux par exemple regarder aujourd'hui quel est le volume d'import de produits vinicoles, de biscuits apéritifs ou autres, sur tous les pays du monde. Mais ce qui va m'intéresser par la suite, c'est au-delà des chiffres, est-ce que c'est une réalité ?
L'exemple que je prends souvent, c'est l'exemple du marché allemand. Nous, les Français, on a une vision assez biaisée de ce marché, qu'on va considérer comme un marché à fort potentiel, mais surtout un marché avec un pouvoir d'achat très élevé. Or, dans les faits, pour les produits agroalimentaires, parce que je m'occupe beaucoup des produits agroalimentaires, il faut savoir que les Allemands ont trois priorités fortes, l'acquisition d'un véhicule, l'acquisition d'une maison et de partir en vacances. Ce sont les champions du monde du voyage, ce qui veut dire que même si ils ont un pouvoir d'achat très élevé, l'alimentaire va être accessoire et c'est pas le sujet sur lequel ils vont dépenser majoritairement leur argent. Donc ce qui va intéresser les Allemands, c'est le rapport qualité-prix. Ce qui veut dire que dans cette démarche de ciblage de marché, il va absolument falloir que je confronte les premières données que j'ai pu obtenir à cette réalité terrain et de faire en sorte que, avant de me jeter bien en tête sur ce marché-là, valider qu'il y a un réel potentiel. Donc là, vous avez un exemple de matrice, je ne vais pas la commenter parce qu'on n'a pas forcément le temps, mais l'idée c'est d'arriver à un classement de pays, comme vous le voyez ici à l'écran, où l'ensemble des pays analysés vont être classés sur différents critères, là en l'occurrence potentiel économique, l'apéritif, l'attrait de la Provence, les consommations de sang gluten et les conditions d'accès, et d'arriver à un classement que vous avez à l'écran, qui permet de déterminer que sur chacun de ces critères, on va allouer un certain nombre de points, et le pays qui a le plus de points sera a priori le pays attaqué en priorité. Avec ce que j'évoquais à l'instant, cette capacité à critiquer en fait ces données chiffrées par des réalités terrain. Donc c'est la raison pour laquelle sur le tableau qui est à l'écran, les pays ciblés n'ont pas été l'Angleterre, l'Allemagne et les Pays-Bas, mais la Belgique, la Suisse et l'Italie, suite à la confrontation des réalités terrain. Dernier point sur ce côté ciblage, bien faire attention de pas forcément choisir le pays qui a le plus de potentiel immédiatement, parce que le risque aussi, c'est d'attaquer un marché qui va être beaucoup trop gros par rapport à sa capacité, et on préfère se faire les dents entre guillemets sur un marché avec un potentiel moindre, quitte à se tromper, puisque bien évidemment l'erreur fait partie aussi du processus. Ce qui veut dire que vaut mieux se tromper sur un petit marché, faire ses dents sur ce petit marché et être mieux armé quand on va attaquer le marché le plus important. Par exemple, le marché américain qui fait rêver beaucoup d'entreprises, bien souvent, c'est pas le marché attaqué en priorité. On n'est pas obligé de commencer par les marchés les plus complexes, marché américain, marché japonais, marché chinois. On peut se faire, entre guillemets, les dents sur des marchés qui sont beaucoup plus limitrophes. S'essayer avec la Belgique, s'essayer avec la Suisse, parce que c'est moins coûteux, parce que c'est entre guillemets plus simple, on est dans l'Union européenne, et une fois qu'on a guéri en fait aux exigences du développement international, se confronter à une concurrence qui va être beaucoup plus forte sur des marchés où le potentiel va être plus élevé. Donc attention de ne pas choisir des marchés avec un potentiel beaucoup trop important. Deuxième étape, comment s'organiser? Là, on est aussi sur un vrai sujet. La première question, c'était sur quel pays on allait attaquer. Deuxième question, c'est comment faire pour gérer cette charge de travail supplémentaire. Et pour ce faire, se poser la question de savoir si on est prêt. C'est pas anodin cette question, puisque on peut avoir l'impression d'être prêt à se lancer dans cette aventure, mais si on commence à réellement analyser sa propre situation en étant vraiment objectif, de savoir est-ce que j'ai les ressources humaines aujourd'hui, dans le sens où est-ce que j'ai des gens qui sont disponibles, qui ont envie. L'envie, elle est pas neutre. Envie de prendre l'avion, d'aller à l'autre bout du monde, envie de subir des décalages horaires assez importants, envie de passer 12 heures dans l'avion pour faire 3 rendez-vous et revenir. Est-ce que j'ai envie, ou est-ce que dans mon équipe, il y a des gens qui ont envie de se lancer dans cette aventure? Est-ce que j'ai envie de passer des ressources assez importantes financières? Est-ce que j'ai envie de faire tout ça? Donc ça fait partie des choses importantes à analyser en amont. Est-ce que j'ai les compétences aussi? Est-ce que dans mon équipe, j'ai des gens qui ont les compétences pour se développer à l'international, compétences linguistiques, mais pas que, compétences techniques également? Donc voilà, le côté, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt au niveau des ressources humaines? Si je ne suis pas prêt, ça veut peut-être dire qu'il va falloir renforcer l'équipe. On le verra par la suite comment on peut y parvenir. Donc cet aspect va être hyper important. Deuxième point, capacité de production. Est-ce que aujourd'hui, si j'analyse objectivement mon outil de production, est-ce que je considère qu'il est utilisé à 100%, à 80%, à 50%, sachant que cette utilisation de l'outil de production peut également conditionner le choix des marchés que je vais attaquer.
Ce qui veut dire que si j'attaque un marché où le potentiel va être hyper important, mais qu'aujourd'hui je suis déjà à 80% d'utilisation d'outils de production, bah, très clairement, ce marché-là va être trop important, donc je ne vais pas le cibler tout de suite. Donc dans un premier temps, je vais peut-être cibler des marchés où mon potentiel de vente va être moindre. Et une fois que j'aurai fait mes preuves sur ces petits marchés-là, être en mesure d'aller chercher des financements pour augmenter mon outil de production, attaquer des marchés plus importants. Et enfin, est-ce que je suis prêt? L'autre point, c'est le nerf de la guerre, les ressources financières. Est-ce que j'ai les capacités aujourd'hui à financer cette activité? Parce que de toute façon, c'est une activité qui va consommer énormément de cash. Le retour sur investissement, on dit souvent qu'il est de 18 à 24 mois. Ce qui veut dire, est-ce que j'ai les capacités, quand je me lance dans cette action, à financer ce développement pendant ce laps de temps. Donc, cette analyse interne, elle peut être faite si on a la capacité, si on a le temps de le faire, on peut le faire tout seul. Là, vous avez ici un exemple de synthèse de ce diag qui peut être réalisé. Le dirigeant, le produit, l'outil de production, l'organisation et la compétence par rapport à l'export. Donc, soit je le fais tout seul, soit je demande à un organisme tierce de faire cette analyse pour moi et de me restituer cette compétence. Deuxième point, une fois qu'on a fait cette analyse interne, bien évidemment, également une analyse au niveau du marché, une analyse externe au niveau de la demande. Est-ce qu'il y a une demande? Est-ce qu'il y a un marché par rapport à ce type de produit que je vais proposer? Est-ce que la concurrence est forte ou non? Et également, le point que j'évoquais tout à l'heure, regarder l'environnement. Est-ce qu'il y a des contraintes réglementaires qui vont, par exemple, m'empêcher ou au contraire me permettre d'attaquer tel ou tel marché? Typiquement, on va avoir des opportunités court terme. On a eu il n'y a pas très longtemps une opportunité sur le Canada avec l'accord de libre-échange entre l'Europe et le Canada qui est une opportunité spécifique pour se lancer sur ce marché. Et là, il y a quelques jours, on avait la même opportunité sur le Japon qui a été créée, ce qui veut dire qu'en termes de choix de marché cible, la contrainte réglementaire peut me permettre d'attaquer ou non tel ou tel marché. Donc la conclusion de cette analyse peut être, là il y a un exemple ici à l'écran, typiquement on a des forces comme des recettes originales, un vrai savoir-faire, et puis le fait qu'on soit une petite structure, donc ça veut dire qu'on peut s'adapter au marché qu'on va viser. Par contre, point de vigilance vont être que l'outil de production a peut-être des capacités limitées. Je peux aussi avoir des contraintes financières, dans le sens où, au jour d'aujourd'hui, ma capacité à investir va être limitée, donc cela va conditionner mon choix. Et puis enfin, je peux avoir des ressources humaines qui n'ont pas forcément la disponibilité, parce que quand on se lance dans cette aventure, je ne vais pas forcément avoir une personne qui va être dédiée à temps plein sur cette activité. Ressources humaines, donc dans l'organisation, ça veut peut-être dire créer un service export à la taille de l'entreprise. Ça veut dire que je dois avoir des compétences en interne, compétences linguistiques par exemple, mais je dois peut-être aussi m'entourer de compétences externes, type un juriste, un fiscaliste, une personne qui connaît la réglementation douanière, qui connaît les usages commerciaux, pour être en mesure d'être prêt à réussir dans cette aventure. L'idée étant de surtout pas tout faire tout seul. On va avoir besoin de ressources qualifiées, pas forcément internalisées. Le point ici, c'est de se dire, j'ai besoin de ces ressources, mais je ne suis pas obligé d'embaucher tout le monde tout de suite. Si j'arrive à m'entourer en fait de compétences, je vais gagner du temps, je vais chercher des gens qui savent faire et qui vont m'aider, quitte à terme peut-être internaliser la compétence, mais j'ai pas besoin de le faire tout de suite. Donc ça, c'est important de savoir qui peut m'aider. L'exemple que vous avez ici, c'est typiquement sur le côté réglementation. Je dois savoir quelle est la réglementation en vigueur dans les pays que je vais viser. Je dois connaître les exigences des consommateurs locaux. Je dois savoir si au niveau de l'étiquetage, je dois faire des modifications. Pour éviter l'exemple que vous avez à l'écran, à savoir une entreprise que j'avais accompagnée où on avait vendu ces produits qui étaient du pain sur Dubaï ou sur Singapour, deux pays où ce que vous avez en fait sur le pain à l'écran ici, c'est les graines de pavot qu'on connaît tous. Graines de pavot étant considérées comme des drogues dans ces deux marchés visés, ce qui veut dire que si on vendait des produits avec des graines de pavot dans la recette, l'importateur risquait d'aller en prison. Ce qui veut simplement dire qu'à notre niveau, si on a l'information en amont, on peut tout simplement changer la recette
et passer cet écueil. Donc cette information-là, qui est loin d'être anodine, il faut absolument l'avoir avant de se lancer. Donc avoir cette information, ça veut dire trouver des gens qui seront en mesure, trouver des compétences qui vont être en mesure de m'alerter sur ces points-là. Nerf de la guerre, combien ça coûte? Quelles sont les dépenses que je vais devoir engager? Donc ça, c'est l'étape numéro 3. Quel est le budget dans cette aventure? Donc souvent, il va falloir adapter les produits. Et c'est peut-être l'aspect qui va être le plus coûteux dans cette démarche. Adapter les produits, ça veut dire soit adapter le conditionnement, soit adapter la recette, soit changer certains ingrédients pour m'assurer de pouvoir pénétrer certains marchés. Donc là, on est sur un coût qui va être assez important. S'il s'agit uniquement de changer l'étiquette ou de traduire l'étiquette, je dirais que c'est la partie la plus simple. S'il s'agit de faire un packaging plus petit pour être conforme aux exigences d'un marché, par exemple au Japon où les produits agroalimentaires doivent être dans des conditionnements plus petits, il faut trouver le bocal qui va bien, si de la confiture, il faut trouver l'étiquetage qui va bien, il faut s'assurer que l'outil de production que l'on a aujourd'hui a la capacité de supporter un nouveau packaging, etc., etc. Donc là, on est sur un coût qui va être important. Deuxième coût qui peut être important, la mise aux normes. Si je dois soit donc changer la recette pour être conforme à la législation en vigueur, ça veut dire qu'il faut non seulement être conforme, mais in fine que le produit conserve toutes les qualités, si c'est gustatif, si c'est aussi gustatif. Si c'est un produit électronique, la mise aux normes peut prendre du temps, demander un investissement important. Ensuite, autre impact au niveau budgétaire, les outils de communication. Donc si on doit imprimer des choses, si on doit créer des supports marketing spécifiques, tout ça va engendrer un coût pour l'entreprise. Donc la plaquette, les sites web, les réseaux sociaux, tous ces outils de communication qu'il va falloir adapter, qu'il va falloir traduire. Donc ça va représenter un investissement financier. Donc les sites internet, j'en ai parlé. Ensuite, autre poste de dépense, les déplacements. Déplacement, hébergement, à partir du moment où on va se déplacer sur les marchés étrangers, on aura un coût qui va être lié à cette activité. Donc pour faire simple, moi je considère souvent dans une phase de préparation budgétaire que l'estimation du coût de déplacement va être de 500 € pour un déplacement en Europe, de 1 000 € pour un grand export, ce qui nous permet de faire un budget prévisionnel de façon assez simple. Participation à des salons, autre poste de dépense, qui est non neutre. Donc en fonction de la formule qu'on va choisir, est-ce que je prends un stand tout seul en propre, est-ce que je prends un stand partagé, quelle est la taille du stand que je vais prendre, etc. etc. Donc on sera sur un investissement qui va être important. Ensuite, recherche de partenaires. Il va rarement avoir un développement international réussi sans partenaire local. Donc la question, c'est de savoir comment je vais faire pour identifier ce partenaire. Est-ce que je me débrouille tout seul? Est-ce que je sous-traite l'activité, etc., etc. Donc là encore, je vais avoir un coût associé à cette action. Dernier exemple ici, les échantillons. S'il s'agit d'envoyer des échantillons à des prospects, donc il y aura le coût d'envoi, il y aura la valeur des envois, etc. Donc on arrive très rapidement à une enveloppe qui va être conséquente, qui va être bien évidemment en fonction de votre activité. Vous avez ici une matrice que j'utilise très souvent pour lister les dépenses, qui se veut être exhaustive. J'ai rien inventé en fait, j'ai simplement repris la matrice que BPI utilise dans son produit d'assurance prospection. Vous avez toutes les dépenses qui doivent être couvertes, en tout cas considérées, quand on veut se développer à l'international. Donc vous voyez, il y en a à peu près une vingtaine. Et la question c'est, en fonction de chacun des pays que je vais lister, qu'est-ce que je vais faire, quelle action que je vais mettre en place, et quels chiffres je vais mettre dans la caisse à côté. Donc on peut arriver en fait à des budgets qui vont être assez importants. Pour faire simple, moi ce que je dis souvent à ce stade, c'est de considérer que pour un développement sur un pays donné, on va partir sur une enveloppe de 20-25 000 € par pays. Bien évidemment, c'est uniquement une estimation et ce coût peut varier en fonction des produits que l'on va commercialiser, en fonction des pays qu'on va viser, et ce coût peut être beaucoup plus élevé. Mais déjà en tablant sur 20-25 000 € par pays, ce qui va également expliquer ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir que je ne peux pas attaquer 10 pays de front, parce que 20 000 € x 10 pays, on est déjà à 200 000 € ou 250 000 €, donc ça va faire beaucoup trop pour une boîte qui veut se lancer sur ces marchés.
Donc le coût peut être beaucoup plus élevé, ou il peut être moindre, mais en tout cas, si on est sur une enveloppe de 25 000 € par pays, c'est pas déconnant en soi et ça couvre les différents points qu'on a vus jusqu'à présent. Qui peut m'aider? Donc quatrième étape, pardon. Qui peut m'aider? En fait, c'est pas simple. C'est pas simple. Quand j'ai créé ma société de conseil il y a 10 ans, c'était lié aussi à cette nébuleuse que vous avez ici sur ce slide, d'opérateurs qui sont présents pour aider les entreprises dans leur développement international. Il y en a énormément. Ce qui veut dire que vu de l'entreprise, c'est souvent très peu lisible, très peu compréhensible, et on peut avoir l'impression que tout le monde fait la même chose. Donc ce que vous avez ici, c'est d'un côté les acteurs qui sont présents en France, de l'autre ceux qui sont présents à l'international, et vous avez du public et du privé. Sur ce slide-là, il y a à peu près une vingtaine de logos, une vingtaine d'opérateurs qui sont là pour accompagner les entreprises dans le développement. Mais il n'y a pas que, en fait, sinon ce serait trop facile. Je vais avoir également les banques. Les banques qui peuvent aider les entreprises dans leur développement. Donc il y en a quelques-unes qui sont ici. Donc les banques peuvent avoir des actions spécifiques pour m'aider dans mon développement international. Ensuite, je peux avoir les conseils régionaux. En fonction de la région où vous êtes installé, la région peut être plus ou moins active dans le développement et dans l'accompagnement de leurs ressortissants internationaux. Comme on est en France, avec un millefeuille de couches administratives, on a également les conseils généraux. Certains départements vont vouloir prendre à leur charge le développement économique et accompagner leurs ressortissants à l'international. Certaines mairies le font également. On a des mairies qui vont accompagner des délégations d'entreprises sur les marchés étrangers, au même titre que les départements le font, au même titre que les régions le font. Les syndicats professionnels, en fonction de votre secteur, peuvent aussi également avoir des actions spécifiques à l'international. Donc, ce qui veut dire qu'on est sur une multitude d'opérateurs qui va faire que, vu de l'entreprise, c'est très complexe. Donc, souvent, il y a deux options. Soit je considère que c'est illisible, donc je me débrouille tout seul, et c'est souvent le cas. Souvent, les boîtes vont considérer que c'est tellement complexe que je ne comprends pas qui fait quoi, donc je me débrouille tout seul. Ou alors, j'essaie de comprendre un petit peu les spécificités de chacun de ces opérateurs. Alors, l'idée étant, ici, de se mettre à la place d'une PME qui veut se développer et de comprendre qui peut m'aider en fonction des questions que je vais me poser. Donc là, j'ai listé 6 questions. La cible géographique, quels sont les produits qui vont être demandés, problématique logistique, la réglementation, les moyens humains et le financement. L'idée étant ici d'essayer de mettre quelques-uns des opérateurs dans chacune des cases, sachant que bien évidemment, ce que je vais présenter comme solution n'a pas pour vocation d'être exhaustif. Mais par exemple, je peux avoir sur le ciblage géographique, Business France qui peut m'accompagner, les chambres de commerce qui peuvent m'accompagner, les conseillers du commerce extérieur qui peuvent m'accompagner, me permettre d'identifier quels sont les marchés que je devrais attaquer de façon prioritaire. Sur l'identification des produits qui peuvent intéresser, donc vous allez voir le binôme Business France SCI qui va apparaître dans beaucoup de cases ici, tout simplement parce qu'ils ont a priori vocation à couvrir l'ensemble de ce dispositif. Donc je vais avoir au niveau des produits des études que je peux acheter chez Business France, que je peux acheter à la Chambre de commerce, que je peux me procurer au sein des syndicats professionnels, que je peux également procurer auprès de privés sans aucun souci. Sur le côté logistique, on est sur un vrai sujet. On est sur un vrai sujet parce que trouver un opérateur qui est capable d'expédier correctement un produit à l'étranger, c'est pas toujours très simple. Donc les chambres peuvent m'aider, Business France peut m'aider, mais il y a également des échanges entre exportateurs qui peuvent être hyper fructueux. Demander à un confrère comment tu as fait, comment tu fais pour vendre tes produits, pour expédier tes produits à l'autre bout du monde sans qu'il y ait trop de casse, qui est spécialiste de tel ou tel marché. Donc cet échange entre exportateurs va être pertinent pour identifier finalement l'opérateur le plus efficace d'un point de vue logistique. Sur la réglementation, donc Business France peut m'accompagner, la Chambre peut m'accompagner, les importateurs bien évidemment. Moi aujourd'hui dans mon activité, la réglementation en vigueur dans tel ou tel marché, c'est souvent l'échange avec le partenaire étranger qui va me permettre d'avoir l'heure juste. Puisque lui, il est installé dans le pays, il va pouvoir m'informer sur quelles sont les obligations pour faire entrer tel ou tel produit dans son marché. Au niveau du moyen humain, donc j'ai cité Business France uniquement pour le VIE,
mais Business France peut effectivement accompagner les PME en termes de ressources humaines, les régions et puis des opérateurs privés qui ont aussi pour vocation d'accompagner les entreprises dans cette démarche. Enfin, au niveau financement, dernière question, qui peut m'aider? Donc la BPI. Donc les aides à l'export ont été réduites comme peau de chagrin au cours des dernières années, donc il y a de moins en moins d'opérateurs, donc ça simplifie en tout cas le choix à ce niveau-là. Donc la BPI a repris un certain nombre de dispositifs, dont l'assurance prospection, et les banques, bien évidemment. La banque est le premier partenaire de la PME, et puis les régions et les départements, dans ce cadre-là, pour financer un développement international. Donc l'ensemble des opérateurs qui sont listés ici ont pour vocation d'accompagner une PME dans son développement international. Qui peut m'aider également, c'est aussi la fonction de l'IRCE, qui a pour ambition d'accompagner une PME dans son projet de développement et surtout de structurer cette démarche. Donc en s'appuyant sur organismes tels que l'IRCE, c'est prendre le temps de se poser et de se dire quels sont les meilleurs marchés à attaquer, comment je vais m'y prendre, comment je peux financer, avoir une vraie réflexion stratégique qui va être posée. Donc c'est vraiment l'objet de l'IRCE avec son parcours Option Export. Dernière question, comment adapter? Alors, c'est compliqué de parler d'adaptation à ce stade, sachant que chaque pays va être spécifique. J'ai juste pris un exemple pour illustrer ce cas ici, un exemple que je connais assez bien, qui est le marché québécois. Parce que souvent, quand on est une entreprise française et qu'on a pour ambition de se développer à l'international, on va commencer par cibler des marchés francophones, parce qu'on va considérer qu'on n'est pas forcément à l'aise avec les langues étrangères, donc on va attaquer la Belgique, on va attaquer la Suisse, et puis le marché qui va venir assez naturellement pour une boîte française, c'est d'attaquer le marché québécois, canadien, en considérant que, parce qu'ils parlent français, donc ça va être beaucoup plus simple. J'aurais pu prendre la Belgique dans l'exemple. Souvent on fait l'erreur de croire que parce que les Belges parlent français, ça va être simple pour nous de réussir à se développer sur ces marchés, alors que la Belgique, c'est deux marchés en un, comme vous le savez certainement. Donc le Québec, c'est un marché que j'affectionne particulièrement parce que j'y ai vécu, et puis tous mes clients, j'essaie de les emmener sur ce marché-là, parce que les Canadiens et les Québécois apprécient fortement les produits français, mais malgré tout, nous les Français, on commet certaines erreurs. J'ai repris un ouvrage édité par Business France, où il y avait une citation qui disait que beaucoup de Français font l'erreur de penser que les Québécois ont une manière de penser plus ou moins similaire à la leur. Or, les Québécois francophones sont avant tout des Nord-Américains qui parlent français, et non des Français qui vivent en Amérique du Nord. Et cette distinction, elle est fondamentale. Ce que je veux dire par là, c'est que quand un Français veut faire du business avec un Américain, il sera sur ses gardes, parce qu'on a tous l'image de l'Américain qui est très fort en business. Par contre, dès qu'on va approcher le marché québécois, on va considérer que, comme il parle français, et puis il y a un accent qu'on va considérer comme étant marrant, c'est beaucoup plus simple. Or, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Ce sont des Nord-Américains, donc il faut les voir tels quels. Tout comme le français qui est utilisé par des Québécois et pas du français, c'est du québécois. Ce qui veut dire que nous, ce qui va constituer une faute en France ne l'est pas au Québec, et le réflexe qu'on va avoir naturellement en tant que Français, quand un Québécois va s'exprimer en québécois, s'il commet entre guillemets, je dis bien entre guillemets, une faute, que nous on va considérer comme étant une faute, c'est pas du tout le cas. Donc il faut être capable de se dire que l'on va attaquer ce marché avec bienveillance, et pas en donneur de leçons, comme souvent malheureusement on est perçu à l'étranger. Dans les choses à faire et à pas faire avec des Québécois, d'abord, il faut connaître l'interlocuteur qu'on va avoir en face de soi. Ce qui veut dire prendre le temps de se renseigner, sur notamment les réseaux sociaux, pour savoir qui on a en face de soi, pour connaître son nom, pour savoir sa fonction, sachant qu'il est assez simple, normalement, d'identifier le qui fait quoi chez nos partenaires étrangers au Québec. Ensuite, toujours au Québec, erreur à ne pas commettre, parler anglais à un francophone. C'est une notion sur laquelle on a du mal, nous, en tant que Français, en tout cas, à comprendre l'importance de la différence linguistique, mais l'anglais, au Québec, pendant très longtemps, était celui qui pouvait accéder à des postes à responsabilité
Si on parle à un francophone, lui parler en anglais quelque part, il va considérer ça comme un manque de respect en disant « toi, en tant que Français, tu dois me parler français et non pas lui parler anglais ». Donc prendre le temps, faire l'effort, et même si on a tendance à pas forcément comprendre, parce que le québécois, c'est une langue à part entière avec des expressions qui sont très spécifiques, faire l'effort d'essayer de le comprendre et de lui parler en français, c'est hyper important. Erreur à pas commettre également avec des Québécois, lui dire que son accent est marrant. C'est vrai que ça, c'est plus fort que nous. On trouve l'accent québécois sympa, sauf que dans un cadre professionnel, dans un cadre B2B, lui va considérer que celui qui a l'accent, c'est pas du tout lui, mais c'est nous, en tant que Français. Donc commencer par entre guillemets, le critiquer en lui disant que votre accent il est super sympa, il est rigolo, il va considérer ça comme un manque de respect. Autre chose à ne pas faire, manquer de réactivité. C'est vrai que nous, on n'a pas forcément l'habitude, ou en tout cas on n'est pas réputé pour ça, être hyper réactif sur les emails reçus, sur les messages téléphoniques laissés. Moi je me souviens quand je travaillais au Canada, quand on partait en réunion le matin, il fallait changer son message téléphonique pour dire qu'aujourd'hui, le 20 février, je ne serai pas disponible de 10h à midi, par contre je vais répondre à votre message à partir de 14h. Et à 14h, on va rechanger son message. Là où chez nous, quand on part en vacances, son message d'absence, on le laisse, et pendant notre retour, on va le laisser encore une semaine actif. Donc quand on reçoit un email, il faut y répondre, avec les Québécois, dans la demi-journée. Quand on reçoit un message téléphonique, il faut y répondre également dans la demi-journée. Et enfin, dernier point, je le disais tout à l'heure, le Canada, c'est comme le marché nord-américain, ça veut dire qu'ils vont s'attendre à avoir un service client plus. Et là, on n'est pas forcément très très fort à ce niveau-là. Ça veut dire que le client, il est roi, il est vraiment roi, et il s'attend à ce qu'on soit en mesure de lui proposer un service client exceptionnel. Si on a une panne, s'il y a quoi que ce soit, prendre en charge sa demande sérieusement, et non pas considérer qu'il nous appelle pour nous faire sourd. L'exemple que je prends ici, c'est l'exemple de l'ancien CEO de l'Occitane, qui a réussi à vendre ce type de produit au Canada, qui disait que le Canada, c'est pas un marché homogène. Tout comme nous, en tant que Français, on va considérer que l'Europe n'est pas un marché homogène, et nous, on le sait très bien. Le Canada, c'est un marché hétérogène. Il y a plusieurs provinces avec plusieurs cultures. Donc, il faut considérer le Canada comme étant plusieurs marchés complètement différents. Donc, vendre au Québec, c'est pas vendre au Canada. Vendre au Québec, c'est vendre au Québec. Vendre en Ontario, c'est vendre en Ontario. Donc, les Canadiens et les Américains ont des comportements de consommation qui sont similaires, avec ce qui est indiqué ici, volume, taille, prix sont des critères primordiaux. Donc, pour réussir à vendre sur ce marché-là, il faut être en mesure de prendre en considération ces aspects, quitte à modifier, je l'évoquais tout à l'heure, la taille des produits, quitte à modifier, être hyper agressif au niveau des prix, puisque le prix sera un critère déterminant. Et ce que disait l'ancien patron de l'Occitane, ce qui m'a interpellé, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir une marque qualitative pour réussir, il faut aussi savoir valoriser en permanence le quantitatif. Donc si j'achète plus gros, je vais avoir un prix moindre. Si j'achète en plus grande quantité, il faut absolument qu'il y ait une incidence au niveau du prix. C'est ce qu'attend en tout cas le Nord-Américain. Et la conclusion, c'est que le Canadien comme l'Américain est habitué à un service client excellent, avec le sourire. Parce que la réputation qu'on a nous en tant que Français sur les marchés étrangers, c'est que on n'est pas toujours super avenant et on n'est pas toujours super souriant. Donc pour réussir sur ces marchés-là, il faut être en mesure de conserver cette attitude, peu importe la situation. Donc prendre en considération ces points. En résumé, Sénèque disait que nul vent n'est favorable pour celui qui ne sait où il va. Ça veut dire qu'il faut être en mesure de collecter l'ensemble de ces éléments. Il faut collecter le maximum d'informations pour réussir son développement, en tout cas orienter son développement à l'international. Par contre, si on attend d'en savoir assez pour agir en toute lumière, c'est se condamner à l'inaction. C'est pas moi qui le disais, c'est Rostand qui le disait, parce qu'effectivement, on peut essayer de collecter un maximum d'infos, mais à trop vouloir collecter de l'information, finalement, on va être condamné à l'immobilisme. Donc, il faut prendre un risque, mais il faut que ce risque il soit mesuré, il soit complètement posé. Voilà. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de répondre à vos différentes questions. Alors, j'ai une question de Valentina qui me demande si je peux lui donner un exemple de mes plus beaux accompagnements à l'international. J'ai envie de dire, c'est une entreprise que j'ai réussi à accompagner sur le marché de Singapour. Ça a été un
un vrai sujet parce que Singapour, c'est loin. Vu de France, en tout cas, c'est très très loin. Et il a fallu trouver un importateur, il a fallu accompagner cet importateur. Et pour moi, c'est un succès parce que souvent, beaucoup d'entreprises font l'erreur de penser que dès lors qu'on arrive à vendre une fois, on a réussi. Et sur ce marché-là, la recherche de l'importateur a mis du temps. Et le vrai succès a été de réussir à l'accompagner. L'accompagner, c'était y aller tous les trimestres, faire des rendez-vous clients avec lui, et faire en sorte que le coût soit transformé et que le courant d'affaires soit récurrent et qu'on arrive à un chiffre d'affaires qui soit beaucoup plus important. Donc c'est un vrai succès, mais c'est un succès qui a mis du temps à se mettre en place et surtout qui a nécessité un investissement dans la durée très fort, puisque je vous dis encore une fois, un déplacement tous les trimestres, ça veut dire 4 jours sur place à chaque fois. Donc l'idée étant de passer du temps et beaucoup d'argent pour ce succès. Il y a 2 questions. Enfin, c'est pas des questions d'ailleurs, c'est des remarques sur les acteurs bancaires qui sont présents Tout à fait. dans la compagnie internationale. Effectivement, il n'y a pas qu'un seul acteur bancaire, il y en a plusieurs. Et d'ailleurs, la Caisse d'épargne et le CIC sont partenaires. Alors, j'avais mentionné effectivement sur le slide de qui peut, quels sont les organismes qui peuvent aider les entreprises dans leur développement international. Je disais qu'il y avait les banques qui faisaient partie de cette équipe. Donc, bien évidemment, je n'avais listé que 4. Le CIC y était. J'ai pas mis le logo de la Caisse d'épargne, mais j'ai pas mis le logo de toutes les banques. Mais bien évidemment, la banque est un partenaire qu'il faut considérer, soit pour le financement, mais aussi pour les moyens de paiement. Parce que souvent, les moyens de paiement sont pas connus, sont peu connus, et s'il y a un organisme qui peut être en mesure d'accompagner les entreprises à ce niveau-là, c'est bien la banque. Donc une banque, chaque banque a un service international, donc il faut trouver la compétence qui doit être en mesure d'accompagner et de renseigner correctement l'entreprise sur ces points-là. Les clubs internationaux? Tout à fait, au CIC, c'est le club CIC international, oui, complètement. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a encore 2-3 minutes pour répondre à des questions, donc n'hésitez pas. Apparemment non. Alors simplement, si le temps que certaines questions s'écrivent peut-être, je voulais vous dire aussi, j'espère que vous avez apprécié ce webinaire. Merci Franck pour cette intervention. Alors évidemment, sur un webinaire de moins d'1 heure, on peut pas aller au fond des choses sur un sujet aussi vaste et complexe. Et sachez que donc à l'IRCE, on propose un accompagnement sous forme de parcours structurant, où on vous accompagne donc dans votre stratégie pour vous aider à réussir votre développement à l'international. C'est un parcours qui dure plusieurs mois, avec plusieurs rendez-vous dans l'année, des ateliers collectifs, un suivi individuel, de l'ingénierie financière. Franck intervient d'ailleurs sur ce parcours. Et ce parcours, il démarre le 24 avril. Donc voilà, si votre entreprise est implantée en région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc n'hésitez pas à nous contacter et voilà, on pourra vous accompagner là-dessus. Alors, il y a une question d'Arnaud. Certains conseils tendent à survendre le potentiel d'un pays. Comment ne pas tomber dans le panneau et avoir une idée vraie du marché? Alors, tout dépend de ce qu'on entend par conseil. Ce que j'évoquais tout à l'heure sur le ciblage des marchés, c'est de collecter cette information et de critiquer les marchés avec des données qui sont objectives. Donc, faites-vous votre propre opinion par rapport à un potentiel d'un marché. Ce que je veux dire par là, c'est que si je veux cibler un marché, autant regarder sur son potentiel en termes de chiffre d'affaires. Exemple, je veux vendre du vin rosé à l'export. Je vais identifier quel est le marché où il y a le plus fort potentiel. Je ne vais pas demander un conseil pour ça. Je vais regarder les volumes d'import, données complètement objectives, et me faire ma propre opinion sur cet aspect-là. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand je vous dis faites-vous votre propre opinion, c'est le côté local que j'évoquais, regarder ce qu'il y a dessous le rideau tout à l'heure, la réalité terrain, c'est prendre contact avec des opérateurs qui sont installés dans le pays et valider le fait qu'il y a un réel potentiel par rapport à ce marché. Donc il y a besoin de cette prise de décision qui doit être faite à votre niveau
sur des données que vous allez collecter. Après, rien n'empêche d'aller contacter un conseil qui va être installé dans le pays, mais c'est hyper important de pas uniquement axer ce choix. On l'a vu, ce choix, il n'est pas neutre au niveau financier. Donc il est vraiment important de collecter ces éléments-là en amont, tout seul, de se faire sa propre idée et au final de décider. Question de Cédric. Donc Cédric nous demande qui est le plus susceptible de nous donner des informations fiables sur le coût de la main-d'œuvre dans un pays. Expert comptable en vision fiscale, mais pas la connaissance des usages en matière de rémunération. Alors, il y a un point que j'ai pas évoqué jusqu'à présent, c'était, ou en tout cas très rapidement, c'était le club d'exportateurs. Parce que oui, on peut solliciter un expert comptable, mais le mieux restera, quoi qu'il arrive, d'échanger aussi avec d'autres entreprises qui sont dans la même situation que vous. Parce que le coût de la main-d'œuvre, ça va dépendre de ce que vous recherchez. En fonction du profil recherché, de l'expérience recherchée, le coût va varier bien évidemment. Donc échanger avec d'autres exportateurs, c'est une option. Savoir le taux horaire sur une information qui est macroéconomique. Donc j'ai évoqué tout à l'heure, c'est une information qui est publique, donc qui doit être gratuite. Donc sur Internet, vous allez réussir à la collecter. Si vous ne savez pas, moi ce que je fais dans la majorité des cas quand l'information elle est macro de cette nature-là, soit je cherche sur Internet, soit je décroche mon téléphone et je peux contacter soit une chambre de commerce dans le pays, ou je peux contacter le bureau de Business France dans le pays, et avoir cette information sur le coût de la main-d'œuvre. Ça, c'est pas très très complexe en soi à avoir. Je sais pas s'il y a une autre question. Comment faire face à la nécessité de passer par une caisse opaque pour certains pays? Donc c'est Marianne qui nous pose cette question. C'est une réalité. Ce que je veux dire par là, c'est que dans certains pays, pour l'enregistrement d'un produit, par exemple, on doit payer un BACSU. Si c'est nécessaire, le vrai sujet, c'est comment on arrive, nous, à faire sortir notre argent de France pour payer un opérateur, un partenaire local. Il faut passer par là. Donc, il faut accepter faut trouver une solution. Je sais que j'apporte pas la réponse là, mais en tout cas, soit on accepte de le faire, soit on trouve une façon que le partenaire nous fasse une facture, et c'est ce partenaire qui va s'occuper de ce financement un peu opaque. Mais on ne peut pas avoir une posture qui va consister à dire je ne vais pas payer de façon en dessous de table pour faire enregistrer un produit, par exemple, parce que sinon, peut-être que c'est se fermer l'accès à ce marché. Donc, il faut juste savoir que cette règle du jeu existe, et de voir comment je peux le faire sans aucune difficulté et sans que ça me pose préjudice à moi. Donc, mais oui, tout à fait, Marianne a tout à fait raison, ça reste obligatoire dans certains pays. Voilà, merci pour votre participation et pour cette session de questions-réponses. On va devoir s'arrêter là, mais Franck et moi-même et l'IRCE restons disponibles pour vos prochaines questions. Je vous rappelle que vous pourrez revoir ce webinaire donc, en replay, et vous pouvez aussi télécharger sur la page du webinaire le support sur lequel s'est basé Franck pour faire cette présentation. Je vous remercie encore pour votre participation et puis continuez à suivre les webinaires de l'IRCE. À bientôt. Bonne journée à tous.